Isadora, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous de l'impact que les violences peuvent avoir sur les relations qu'on noue dans la vie. Tu es chanteuse, militante féministe, psychologue spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation ? Non, elle est parfaite. Ok. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler un petit peu des patients et des patientes que tu accueilles dans le cadre de ton travail, bien sûr dans le respect de la confidentialité Ouais, alors actuellement, moi je suis psychologue au LAO Power, qui est à Bagnolet, et on accueille des jeunes femmes victimes de violences entre 15 et 25 ans. On fait un accompagnement du coup avec une équipe pluridisciplinaire d'éducatrices, une psychologue, une juriste, une conseillère conjugale et familiale. Ok. Et je voulais parler avec toi de la question du trauma. C'est un terme qu'on emploie vraiment quasiment au quotidien. On dit un peu de façon légère, je suis traumatisée, c'est un trauma, ça me trigger. On a l'impression que c'est un terme un peu galvaudé. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire vraiment un trauma ? Ouais. Alors, le traumatisme, c'est, d'un point de vue neurologique, c'est un débordement, c'est un trop-plein d'émotions qui va déborder le cerveau, le système nerveux en général, et qui va faire, entre guillemets, bugger le cerveau. Ce qui fait que les informations qui sont parvenues à l'individu ne vont pas pouvoir s'inscrire et être digérées dans le cerveau comme elles le seraient habituellement. Donc, en temps normal, c'est ça. Après, c'est vrai que dans l'histoire d'une vie, quasiment tout le monde va passer par des moments qui vont être plus ou moins douloureux. Et donc, à ce titre, on peut dire qu'il y a un peu tout le monde qui va, à des moments, connaître des expériences très, très douloureuses qui vont causer une forme de traumatisme. C'est aussi avec le traumatisme qu'on va se construire, en fait. Et après, c'est vrai que dans le langage commun, des fois, ça peut être employé un peu... ardemment. Notamment, le mot trigger, il signifie quelque chose de spécifique puisqu'il signifie qu'on vient réactiver une expérience traumatique. Donc parfois, les personnes vont dire un peu « Ah, ça me trigger » quand ça les dérange. C'est pas exactement la même chose de vivre, de revivre une mémoire qui a pas pu bien s'ancrer et donc de revivre une expérience très douloureuse parce qu'elle est trigger, donc elle est déclenchée, que de se sentir mal à l'aise par rapport à une situation, par exemple. Oui, c'est ça. Du coup, le trauma va créer va avoir des conséquences psychologiques et même physiologiques dans le cerveau. C'est scientifique, en fait, on le constate. Ouais, on le voit très bien avec des IRM. On voit que ça va avoir beaucoup de conséquences différentes, notamment sur la physiologie des organes. Par exemple, c'était pas mal passé l'image de l'IRM de Flavie Flament qui était comparée à l'IRM d'un cerveau d'une personne qui n'avait pas vécu d'inceste enfant. Et on voyait bien que les hippocampes étaient atrophiés. Donc on voit bien que ça a un impact physiologique sur le cerveau, que ce soit sur des organes atrophiés, des organes enflés aussi. Le système limbique surchargé, il va pas être pareil qu'un système limbique avec des émotions qui ont pu être bien digérées tout au long de la vie, par exemple. Donc il va y avoir cet impact-là. On va voir aussi les zones d'activité qui sont pas les mêmes sur un cerveau d'une personne qui a vécu beaucoup d'expériences difficiles d'une personne qui n'en a pas vécu autant. On va voir que les zones qui s'allument sont pas les mêmes. Donc c'est sûr et certain, on voit à l'IRM, on constate qu'il y a des différences. Et ça a un impact après sur le fonctionnement du cerveau, sur la manière dont on processe, on gère les informations, les émotions. Ouais, bien sûr. Si on peut résumer assez généralement, ce qu'on va différencier, c'est le système limbique qui gère les émotions, qui est situé au centre du cerveau, du lobe frontal, qui est notre lobe frontal, comme son nom l'indique, qui va gérer plutôt les prises de décision, les capacités de jugement, etc. Et donc du coup, une personne qui a vécu beaucoup de choses difficiles va souvent avoir une hypoactivation du lobe frontal et une hyperactivation du système limbique, ce qui fait qu'elle va pouvoir être réactivée aussi beaucoup plus facilement, par exemple, ou avoir des difficultés de concentration, de mémoire, de jugement, etc. Ok. Et quand on s'était parlé la première fois, tu m'avais parlé du fait qu'il y a plusieurs types de traumas aussi.
notamment ceux qui ont lieu pendant l'enfance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différents types de traumas? Ouais, tout à fait. Alors, en France, on parle de trauma simple ou de trauma complexe. Moi, j'aime pas trop ces mots. Donc, le trauma simple, ce serait un événement unique qui a lieu au cours de la vie de l'individu, qui va être très difficile, très douloureux. Par exemple, un accident de voiture, un attentat, une agression. Un trauma complexe, ça va être une répétition d'événements douloureux qui vont altérer du coup le fonctionnement du cerveau. Et du coup, c'est pas du tout pareil au niveau de la prise en charge. Par exemple, si une personne a eu un vécu avec des parents soutenants, étayants, qui accueillaient ses émotions, etc., et qu'à l'âge adulte, il y a une agression qui génère du stress post-traumatique, la prise en charge va être beaucoup plus facile et efficace, même si on vit un attentat, ce qui peut paraître un peu étrange parce qu'on se dit, un attentat, c'est vraiment, ça va vraiment être des émotions très très fortes d'expérience de mort imminente. Mais en fait, une personne qui a vécu ces choses-là peut potentiellement se remettre plus facilement qu'une personne qui aura vécu, par exemple, des violences intrafamiliales ou des situations d'inceste répétées sur le long cours, et notamment pendant son développement. Et tu parlais aussi de la question de quand le trauma complexe vient de figures d'attachement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça crée chez un enfant de subir des violences de la part de ses parents, comment ça altère aussi sa compréhension du monde, et c'est compliqué. C'est un sujet complexe, je vais essayer de le résumer, et que ce soit de quoi un enfant a besoin vraiment pour se construire normalement. Nous, les humains, on est des mammifères et on est tout à fait vulnérables dans le monde, puisqu'on n'est pas, notre développement n'est pas fini et qu'on a besoin de personnes à côté pour nous occuper de nous. Si on pose un bébé par terre et qu'on fait rien, ce bébé va mourir. Donc il a besoin de personnes qui l'accompagnent et qui vont l'aider à se développer et à grandir. Et du coup, ça crée une difficulté particulière quand les figures qui sont censées représenter la sécurité et permettre à cet enfant un développement optimal sont les figures qui vont être autrices de violence. Parce que du coup, l'enfant, il va grandir et il va enregistrer que la violence et l'amour, ça se situe à peu près au même niveau. C'est-à-dire que ça fait partie de son habitude, de ce qu'il considère comme normal, en fait. Je me rappelle que tu m'avais dit à un enfant, si tu lui expliques que cette couleur du ciel-là, c'est rose, il va te croire. Ah oui, si on prend les exemples des situations d'inceste, par exemple, un enfant, vu qu'on est les adultes à côté qui lui expliquons le monde qui l'entoure, effectivement, si on lui dit ça c'est un verre, il va se dire, il va appeler ça un verre. Et puis si un adulte lui dit que il faut faire ça avec lui et qu'il faut garder un secret, pour lui, ça va pas changer grand-chose. Ça va être encore un adulte qui lui donne des informations sur le monde. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il peut pas forcément se rendre compte tout de suite que la situation n'est pas normale, quoi. C'est une question qui est complexe en réalité, parce que c'est quand même... alors, c'est un apprentissage. Tout est un apprentissage. Notre cerveau ne fait que continuer d'apprendre. Et notamment, dans les premières années de vie, en fait, le cerveau a une très grande plasticité, avant de perdre cette plasticité à partir de nos 25 ans. Donc, sache que... C'est trop tard. On est sur la pente glissante. Pendant toutes les années de développement et toujours par la suite, en fait, on va apprendre ce que c'est qu'une relation, et on va apprendre à être en lien avec l'autre, et on va apprendre ce qui est normal ou pas dans une expérience avec l'autre. On sait que la façon dont on va relationner avec les gens, par rapport aussi à la confiance qu'on s'accorde à nous-mêmes, va être beaucoup impacté par ce qu'on a vécu dans notre enfance et par les figures d'attachement qui étaient censées être là pour nous protéger et pour nous apprendre le monde. Tout à fait. Notre cerveau va se construire largement aussi grâce à ces personnes suffisamment bonnes, normalement, qui vont nous permettre de nous sentir en sécurité, et donc de nous développer. Et c'est parce qu'on a une sécurité suffisante qu'on peut partir expérimenter le monde, qu'on peut aller explorer d'autres choses, apprendre d'autres choses. Donc c'est sûr que notre cerveau, il est vachement conditionné par le fait que les relations soient suffisamment bonnes dès le plus jeune âge, en fait.
Après, c'est pas une fatalité, j'imagine, quand même. Bien sûr que non. C'est pas une fatalité, et bien évidemment que... Enfin, ce qui est important, c'est juste de comprendre que une personne qui a vécu des choses très difficiles pendant l'enfance, des violences intrafamiliales, de l'inceste, etc., qui a vécu une situation familiale violente, va avoir ces difficultés-là. Bon, on va pas dire systématiquement parce que tout existe, mais il y a de grandes chances qu'elle ait ces difficultés-là et que du coup, ça demande une prise en charge. Mais on peut bien évidemment, avec une prise en charge et la compréhension, ce qu'on appelle la psychoéducation, donc le fait que la personne prenne conscience des choses et comprenne ce qui lui arrive, souvent c'est très soulageant pour des personnes qui ont vécu ces situations, d'entendre que oui, c'est normal qu'elles aient des difficultés dans le lien à l'autre. C'est pas qu'elles sont bizarres, c'est pas qu'elles sont folles, c'est pas elles le problème en fait. C'est que réellement en fait, si dans ta vie t'as rencontré plein de serpents, et ben tu vas avoir peur des serpents. Enfin, je veux dire, si t'as rencontré plein de serpents qui se sont avérés être des serpents dangereux qui te mordaient, tu vas te dire que le serpent c'est dangereux. Et si dans ta vie, tu as rencontré une majorité de figures humaines qui n'étaient pas bienveillantes, bah, tu vas aussi avoir des problèmes dans les relations à l'autre, c'est normal. Oui, cette émotion-là, la peur, elle est là pour nous protéger. Elle a vraiment une fonction vitale. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais parler du fait que quand on a vécu des violences dans l'enfance, ou pas forcément d'ailleurs, mais on est plus susceptible de resubir des violences derrière. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié, que les féministes savent. Et on entend souvent les antiféministes dire pourquoi elle retourne chez son mari violent aussi, elle est bête, pourquoi elle fait ce choix-là, machin. Quand on est féministe, on se dit c'est les prédateurs qui savent repérer les personnes vulnérables et qui les choisissent parce qu'ils veulent exercer une domination sur elles et sur eux. Toi, avec ton point de vue de thérapeute, avec ce que tu sais du fonctionnement du cerveau aussi, comment tu peux expliquer ça du point de vue des victimes ? Ouais. Comme on disait, les enfants, ils naissent, ils ont pas... on va aussi leur apprendre ce qui est normal, ce qui est pas normal, ce dont ils doivent avoir peur ou pas. Je sais pas si tu as vu, il y a des vidéos avec des bébés qui sont mis avec des serpents. Et au départ, il y a quelques trucs innés où effectivement, a priori, les bébés auraient un petit peu peur des serpents dès le début. Mais si tu les fous au milieu de serpents, ils vont aller caresser les serpents. Parce qu'il n'y a pas encore des gens qui sont venus leur dire ça, c'est super dangereux. Et puis, tu sais, on a la figure du loup dans la forêt où on dit ah là là, mais il faut avoir peur du loup, etc. Enfin, on va instaurer ce truc-là chez les enfants qui puissent avoir peur des dangers de la vie, quoi. Et touche donc, pas, ça brûle, quoi. C'est touche vraiment... pas, ça brûle. Et donc, touche pas, ça brûle, par exemple, c'est l'enfant, la première fois qu'il va toucher et que ça brûle, il va apprendre, a priori, on va espérer qu'il va apprendre que oui, ça brûle et qu'il faut pas refaire. Si déjà, il est né dans un environnement où, en fait, l'amour et la violence, c'était au même endroit. On lui a déjà appris que c'était quelque chose de normal, en fait. Donc, c'est déjà plus compliqué de pouvoir... ne pas de pouvoir se dire que c'est pas une situation normale si on te violente dans une situation où tu es censé être aimé. Déjà, c'est un premier truc. Mais ensuite, il y a aussi, par exemple, le patriarcat, qui est une société, donc qui va tenir un discours qui va aussi donner un apprentissage aux femmes que des situations dans lesquelles elles se trouvent, elles n'ont pas forcément à s'en plaindre, en fait. Elles se plaignent peut-être pour rien. Peut-être qu'elles peuvent rester pour les enfants. Peut-être qu'elles en font un peu trop. C'était juste une gifle, etc. Tous ces discours qu'on entend, c'est aussi des choses qui vont pas favoriser le fait que les femmes pensent que les situations de peur qu'elles rencontrent sont anormales et que c'est OK qu'elles les fuient, qu'elles n'ont pas à les subir. Donc, tu vois, c'est important. Mais il y a aussi une autre situation qui peut arriver, c'est que pour certaines femmes qui ont été victimes, notamment d'hommes de violences conjugales, etc., et certaines femmes, elles n'ont pas du tout eu ce vécu de violence dans l'enfance, elles ont eu une famille soutenante, etc. Et ça peut aussi attirer des personnes perverses qui vont tirer de la jouissance du fait de détruire une personne qui est plutôt narcissiquement stable, se sent bien avec elle-même, a confiance, etc. Ça va aussi faire jouir les pervers de se dire cette personne aussi, je vais la détruire.
Et pour ces femmes-là, en fait, il se peut qu'elles aient vécu des expériences qui étaient tellement difficiles et donc traumatiques que, encore une fois, le trauma, ça vient créer le fait que l'information ne s'enregistre pas comme d'autres types d'informations et que potentiellement, leur cerveau ne va pas pouvoir faire l'apprentissage que cette expérience n'était pas normale, parce que l'expérience ne s'est pas inscrite de façon adaptée et normale. Et donc, que ces femmes-là puissent aussi revivre des situations par la suite, ça ne paraît pas fou, puisque il y aura moins de chances qu'elles les revivent, puisqu'elles auront quand même potentiellement plus de possibilités d'apprendre rapidement que la situation n'était pas normale, puisqu'elles ont connu des situations d'amour plutôt bienveillants, etc. dans l'enfance. C'est la différence entre le simple et le complexe dont tu parlais tout Exactement. à l'heure, où c'est peut-être un peu plus simple de... Et encore, dans les violences conjugales, on parle aussi souvent de trauma complexe, parce que c'est souvent, c'est souvent des expériences de violence répétées. Mais donc, tu vois, ça peut aussi être le fait que notre cerveau, face à des situations de peur extrême, il ne peut pas apprendre pareil des situations. Et donc, ça enjoint aussi le fait que ça puisse se répéter par la suite. Alors, soit parce qu'effectivement, des auteurs vont repérer plus facilement des femmes déjà victimes et donc qui vont plus facilement avoir appris que c'est OK. Et donc supporter des choses que d'autres personnes, entre guillemets, ne supporteraient pas. Et encore, on va parler de l'emprise après parce que c'est un vrai sujet. Soit ces personnes perverses vont plutôt aller vers des personnes qui n'ont jamais rien vécu de douloureux ou peu, et qui vont apprécier détruire pendant des violences, quoi. Justement, je veux bien qu'on parle d'emprise et de la manière dont cette violence-là se met en place dans la relation, parce que y a la question de la peur par la menace, par la violence physique, mais tu me disais que c'était un petit peu en dernière étape et qu'avant ça, il y avait plein de choses qui se mettaient en place dans la relation de manière plus progressive, et donc il y a un peu de possibilités, hein. Encore une fois, il y a première option, effectivement, c'est un peu le truc de la grenouille qui est dans de l'eau froide et qui se met à chauffer tout doucement. On se rend pas trop compte que ça devient de plus en plus chaud, et jusqu'à ce que effectivement ça devienne mortel, enfin qu'il y ait un danger mortel. Donc première option, c'est celle-là, c'est d'abord des petites choses qui vont instaurer que la victime va tolérer, qui vont agrandir une fenêtre de tolérance cette fois-ci à des choses violentes. Mais du coup, première option, tu vas avoir l'instauration de petites choses qui vont devenir de plus en plus graves et que la victime va accepter. Et puis on va commencer par des petits commentaires. Ah mais tu t'habilles comme ça, mais tu sais pas faire à manger en fait, mais tu t'occupes pas super bien de tes enfants là. Puis on va du coup un peu casser la confiance en la personne, puis on va casser sa confiance en son jugement. Non mais tu sais pas faire, non t'es bête, tu sais rien faire. Ça peut être une personne qui dit j'ai froid, et la personne dit mais attends, mais il fait super chaud, mais tout le monde a chaud ici. Enfin, ça peut être des choses très très qui paraissent un peu folles, mais qui permettent de créer un doute permanent chez la victime, qui sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'elle pense, si elle est normale, si elle n'est pas adaptée. Et puis il peut y avoir à un moment donné effectivement des violences physiques qui se mettent en place aussi. Le truc dont tu parlais juste avant, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Oui, je crois, ouais, tout à fait. Tu m'avais dit qu'il y avait un livre que tu avais lu qui s'appelait L'effort pour rendre l'autre fou. Ah oui, oui, ça c'est vraiment un livre de psychologie, de psychiatrie, psychologie, qui a été écrit par Searle et que moi je trouve génial, qui explique comment, pour certaines personnes psychotiques, en fait, il y a eu un environnement familial, amical, ou en tout cas des personnes de l'entourage qui ont fait ce même processus, et qui fait que en fait la personne ne peut plus dépendre d'une réalité partagée, tu vois, donc ce qu'elle pense être vrai, vu que plus personne ne le partage, ne le pense aussi, en fait petit à petit elle se retrouve assez isolée, et puis ça peut pousser un peu à la folie, hein. Vraiment les personnes ont l'impression de devenir folles. Donc oui, donc ça c'est première option, c'est plutôt une mise en place, une stratégie l'isolement aussi l'isolement, voilà, il y a tout un tas de stratégies mises en place pour
pour mettre la victime sous emprise, en fait, parce que quand tu penses que ton jugement n'est forcément erroné, tu vas te reposer sur le jugement de ton compagnon qui te dit « mais non, il faut penser comme ça quand même, tu te rends pas compte que tout le monde pense comme ça ?» Donc voilà. Et puis, deuxième option, c'est la mise sous emprise par une première violence extrêmement forte qui va sidérer la victime. Donc c'est un autre type de mise sous emprise aussi, quoi. C'est que si à un moment donné, tu vis quelque chose d'extrêmement violent, très brutalement, et tu t'y attendais pas du tout, la surprise joue beaucoup, tu vas avoir peur que ça se reproduise et tu vas avoir peur des conséquences. Et dans les deux cas, tu vas avoir peur des conséquences. Hein. Et c'est ça vraiment l'emprise, c'est vraiment la peur. C'est l'instauration d'une peur qui empêche d'agir différemment. Et comme on disait tout à l'heure quand on parlait du cerveau, si ton système limbique il est un peu... il est très activé, donc la peur qui vient activer ton système émotionnel, tu as aussi le lobe frontal prend moins de place et donc tu as moins de capacité de décision. Tu peux plus... tu as moins de confiance en toi, de confiance en tes capacités de jugement. Et du coup, ça va être moins simple de prendre une décision de partir, d'aller consulter les personnes qui pourraient t'aider. Tu as peur... ça fait aussi partie de l'isolement social, etc. Mais puisque la personne, elle a vraiment l'impression que c'est elle qui est bizarre. Donc c'est compliqué d'en parler aussi quand tu te dis... ah mais c'est moi qui ai un problème. C'est un peu compliqué d'aller te confier à quelqu'un en disant il se passe ça à la maison, c'est pas top. Parce que tu te dis mais c'est moi la fautive en fait. Et l'emprise c'est vraiment de la peur qui vise à ce que la personne ne puisse plus réagir, quoi, et ne puisse plus agir, ne puisse plus aller vers l'extérieur parce que y a une crainte de représailles. Et voilà, donc quand on entend des discours du type ouais mais pourquoi elle n'est pas partie, faut se représenter qu'il y a vraiment tout un tas de mécanismes comme ça qui sont à l'œuvre et qui font que c'est pas du tout facile de partir, parce que si c'était facile, elle partirait. Mais c'était pas le cas. Si elle a pas pu partir, il y avait beaucoup de choses qui l'en empêchaient. Et puis les personnes qui vont dire oui, mais elle retourne toujours dans des situations de violence, faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que il est possible qu'elle n'ait pas pu faire l'apprentissage, que c'était pas normal, qu'on lui ait toujours appris que c'était la normalité, quoi. Et donc toi, dans ton travail avec les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus pour se remettre de ça quand on est sorti de ces violences-là? Comment ça impacte aussi le quotidien et les nouvelles relations qu'on noue? Alors, y a plusieurs choses, parce qu'il y a mon accompagnement en tant que psychologue au sein de l'institution, mais après, il y a l'accompagnement de l'institution, qui y a pour beaucoup. Et c'est ça un peu l'avantage de travailler dans une institution pluridisciplinaire, c'est que tu vas avoir dans le bureau d'en face la juriste, dans le bureau d'à côté la conseillère conjugale et familiale, et puis toutes les éducatrices à l'étage, donc c'est ça qui est pas mal. Nous, on travaille avec un public de jeunes femmes, qui, pour la grande majorité, ont eu des familles très défaillantes, violentes, etc. Donc, elles ont vraiment un premier besoin de retisser du lien avec des personnes bienveillantes sur lesquelles elles vont pouvoir compter, en fait. Et donc, si ces éducatrices n'étaient pas là tous les jours, etc., ce ne serait pas un lien suffisamment étayant et solide pour qu'elles se jettent un peu à l'eau en essayant autre chose. Parce que souvent, si tu as une famille qui est violente, ça reste quand même ton, entre guillemets, meilleur cadre pour te développer. Parce que tu vas pas... t'as pas d'argent. C'est des jeunes femmes qui ont entre 15 et 25 ans. Donc, elles peuvent... parfois, c'est compliqué de travailler parce qu'elles ont du traumatisme complexe plein le cerveau. Ouais. Et que, du coup, elles n'ont pas les mêmes capacités de concentration que tout le monde, pas les mêmes capacités de mémorisation. C'est compliqué de garder des horaires, c'est compliqué de se lever, c'est compliqué, etc. Il y a des crises d'angoisse, il y a des hospitalisations, il y a plein de choses. Donc, voilà, c'est un peu complexe. Mais donc, du coup, ce lien très étayant leur permet de se jeter un peu à l'eau et de tenter autre chose. Et puis, elles peuvent venir quand elles veulent chez nous. Pareil, elles ont ce lien qui est un peu toujours là. Elles peuvent avoir des conseils juridiques et avoir recours du coup à des dépôts de plainte, etc. Faire des signalements quand il y a besoin. Tout un tas d'actions juridiques qui permettent aussi de au moins demander à ce que la justice soit rétablie, même si la justice est tout à fait
impuissante à beaucoup d'endroits et quand c'est pas qu'elle est impuissante, c'est qu'elle est dysfonctionnelle totalement. Donc c'est compliqué. Mais ça fait partie d'un parcours de reconstruction aussi, et même quand parfois il y a des dépôts de plainte qui sont faits et qu'il y a des classements sans suite, il y a quand même des patientes pour qui il y avait ce besoin de passer par là. Et puis on fait aussi beaucoup d'activités de groupe. Et donc, au sein de ces groupes, elles vont aussi retisser du lien avec des personnes qui vont les comprendre. Et ça, c'est très important de se sentir... en psychologie, on va parler d'accordage, qu'on se sente entendu, comprise, que des personnes soient bienveillantes à notre écoute et réagissent à la mesure de ce qu'on est en train de dire, et soit en empathie, si on parle de choses douloureuses, etc. Voilà, c'est ça qui va permettre aussi qu'on puisse retisser de la confiance dans le lien. Donc ça, les activités groupales, c'est aussi super important. Et puis d'un point de vue vraiment psychologique, l'accompagnement, ça va être tendre vers la stabilisation, donc le fait que y a un cadre qui est suffisamment contenant, donc souvent... elles vont avoir besoin d'avoir recours à des hébergements d'urgence, puis avant de trouver un domicile plus fixe, enfin pas un domicile fixe, mais en tout cas une situation d'hébergement qui soit pérenne. Et puis petit à petit, pouvoir créer des liens qui sont sécures, et puis pouvoir envisager des formations ou trouver un travail, etc., etc. Et puis dans les entretiens individuels, ça va être faire de la psychoéducation, donc qu'elles comprennent le fonctionnement du cerveau. Ce qui s'est passé pour elle. Ce qui s'est passé pour elle. Et puis ensuite, moi maintenant je fais de l'EMDR, alors seulement avec le trauma simple pour le moment, mais sur certaines patientes qui n'ont pas vécu d'expériences violentes répétées dans l'enfance, on va aussi faire un accompagnement sur les traumatismes simples en EMDR. Moi, la métaphore qu'on m'avait dite, qui m'avait bien parlé et que j'explique aux patientes, c'est que dans la vie, on a vécu des choses qui ont été positives, donc des informations qu'on a reçues qui ont été des choses sympas, qui font partie de nos ressources. Ça peut être énormément de choses, ça peut être j'adore faire du cheval, j'adore aller à la montagne, tout ça. Hein. Et ça, c'est ce qui va faire partie des informations qui sont dans notre lac. On s'imagine, on se représente un lac. Et dans la vie, on a aussi vécu des choses qui ont pu être très douloureuses et qui n'ont pas pu être bien digérées par notre cerveau. Et celles-là, on les imagine en haut d'un glacier. Elles sont congelées là et elles n'arrivent pas à se débloquer. Elles sont comme figées dans notre cerveau qui n'a pas pu en faire quelque chose. Et en fait, le MDR, ça va être un processus qui va permettre au cerveau de décongeler ses souvenirs et les faire fondre pour glisser dans notre lac. Et que ça refasse partie en fait d'une expérience qui est soutenable, en tout cas avec laquelle qu'on sait qu'on a vécu, mais qui ne va plus créer de symptômes ou de vécu trop douloureux. Est-ce que ça rejoint ce que tu disais au début de l'entretien sur les informations, le trop-plein et le fait que le cerveau n'ait pas pu traiter certaines infos et comme une expérience normale? Ouais. C'est aussi pour libérer la mémoire traumatique. Oui, c'est ça. Okay. Le glacier, c'est la mémoire traumatique qui en fait... qui crée des symptômes désagréables au quotidien. Oui, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'intégration, quoi. Des informations qui n'ont pas pu être intégrées jusque-là, qui, là, sont intégrées à notre fonctionnement. Ça va se passer plus simplement que pour une personne pour qui les relations sociales ont été très, très souvent source de difficultés. Et là, je peux parler par exemple de la victimisation secondaire, mais typiquement, tu prends un enfant qui vit une situation d'inceste, tu vois, qui va en parler à 14 ans dans son collège, qui en parle à un premier prof qui lui dit « Oh, mais moi, je sais pas quoi faire de cette information », qui en fait rien. Bon, déjà, il s'est confié une fois, il s'est rien passé. Alors qu'il confie une information très importante. Il confie ça à un deuxième prof qui lui dit « Ah, mais c'est super grave ce que tu me dis, il faut qu'on réagisse ». Qui va peut-être d'ailleurs dire trop c'est super grave, donc du coup ça va inquiéter encore plus l'enfant. Tu vois, il y a tout un tas de choses qui vont amener le fait que l'enfant il verra que dans les relations qu'il vit, il y a toujours quelque chose qui se passe pas en accordage, tu vois ce que je veux dire? Et le prof fait un signalement, et puis derrière il y a une enquête, et puis l'enfant il est placé, puis là du coup d'un seul coup il est coupé du lien avec ses parents, et puis dans le foyer dans lequel il se retrouve, y a d'autres enfants avec qui ça se passe pas bien parce que eux-mêmes
elles-mêmes ont des expériences traumatiques, donc les relations sont compliquées. Il va y avoir des bagarres, ils vont se batailler parce qu'il y en a un qui fait du bruit la nuit, et puis ça réveille tout le monde, et donc du coup, il va y avoir des problèmes. Et puis, les éducateurs qui sont en sous-effectif et mal payés, ils sont sur les nerfs, et du coup, eux aussi, ils crient tout le temps. Tu pars d'une expérience douloureuse, et en fait, tu arrives à une multiplication d'expériences douloureuses qui sont induites par la première. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Tu pourrais penser, oui, bon, en fait, j'en sais rien, la situation d'inceste, elle est dans le passé, elle est terminée, tout va bien maintenant. Non, en fait, elle a induit une suite d'événements qui ont complexifié le rapport aux autres de la personne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe pour le cerveau justement là-dedans et comment on peut faire pour accueillir par rapport aux difficultés dans la vie sexuelle après les triggers, des violences sexuelles. Le fait de ressentir de la honte, du dégoût, alors qu'on ne voudrait pas, qu'on aimerait passer au-delà de cette expérience traumatique. Alors moi, je suis pas sexologue du coup, mais en tout cas, c'est sûr que des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui vont rencontrer des difficultés dans leur sexualité, c'est-à-dire avec une appréhension des rapports sexuels, avec un sentiment de honte ou d'impuissance du fait que la sexualité n'est plus possible pour elle, etc. Pour moi, c'est super important que on se rappelle que la sexualité, elle est complètement multiforme, elle est infinie, qu'elle ne signifie pas nécessairement des rapports soit pénétratifs, soit toute la panoplie de choses qu'on peut se représenter, etc. Et que si certaines choses, il n'y a aucune raison en fait d'avoir, de devoir remplir toujours cette espèce d'idée du devoir conjugal, etc., qui est terrible, quoi, qui continue à persister, alors qu'il y a des femmes qui ont subi des violences sexuelles, qui revivent des grandes expériences de peur si on leur demande de vivre ces mêmes expériences sexuelles. En fait, c'est pas possible, on peut pas prendre du plaisir quand cet acte, etc., est rattaché à des souvenirs trop douloureux. Et c'est OK, en fait, on n'a pas à se forcer. Et effectivement, dans les éléments qui permettent de déterminer le stress post-traumatique, il y a notamment les stratégies d'évitement. C'est le fait que la personne va éviter à tout prix, le plus possible en tout cas, d'être confrontée à nouveau à des choses qui peuvent réactiver sa mémoire traumatique, donc sa mémoire en haut du glacier là, qui n'a pas pu être bien digérée. Et donc, c'est normal qu'elle ne puisse pas non plus potentiellement s'exposer aux mêmes pratiques sexuelles ou à la pratique sexuelle tout court. Si c'est relié dans sa tête, c'est suffisant en fait. Et donc, en tout cas, la sexualité telle qu'on l'a définie dans nos sociétés occidentales, avec les rapports pénétratifs ou en tout cas, toutes ces représentations-là. Moi, je leur rappelle que des caresses sur le bras ou dans les cheveux, c'est déjà un acte sensuel, quelque chose qui peut leur procurer peut-être une sensation de rapprochement avec l'autre, une sensation de plaisir, qu'elles peuvent réexpérimenter plein de choses avec les personnes avec qui elles sont en confiance, avec qui elles savent à tout moment que la personne va s'arrêter à 100% quand elles vont dire « là, j'ai pas envie de faire ça ». Et c'est super important. Et plus, en fait, elles vont pouvoir faire l'expérience d'un rapport à l'autre et un rapport notamment sensuel ou sexuel sécurisé avec une autre personne, et plus ça va être possible qu'elles puissent, que leur cerveau réenregistre que non, en fait, c'est OK dans ce cadre. Avec cette personne, je me sens en sécurité. Donc peut-être, si j'ai envie de tenter ça, je le tente. Mais il n'y a pas d'obligation, quoi. Tu m'avais expliqué aussi que un des symptômes du stress post-traumatique, c'était des flashbacks. Mmh. Est-ce que tu peux raconter comment ça fonctionne ? Parce que ça doit être très impressionnant. C'est la mémoire traumatique qui est réactivée, soit parce qu'il y a un trigger, soit on ne sait pas trop pourquoi. Et effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'on peut avoir aussi des formes d'hallucination, quoi. On peut réentendre des bruits, on peut ressentir des choses qu'on a senties dans notre corps au moment où un événement traumatique s'est passé. On peut revoir une image comme ça qui revient. Donc c'est vraiment tout l'appareil sensorimoteur qui a enregistré des informations, qui est comme redéclenché et qui envoie une perception
comme ça à la personne. Ce qui est peut-être important à dire vis-à-vis de ça, c'est qu'il y a des formes du coup d'hallucinations dans le stress post-traumatique, que du coup une personne qui a des hallucinations n'est pas nécessairement psychotique, comme semble le penser la majorité des psychiatres. Voilà. Et du coup, être à l'écoute aussi de ça, ça fait partie des stratégies d'évitement aussi, où là j'ai un flashback, c'est que la situation ne me convient pas, il faut que je m'en protège ou... Ouais, complètement. Alors pour le coup, l'évitement, il faut pouvoir respecter ces stratégies d'évitement, c'est sûr. Et on contrôle pas trop les flashbacks, c'est comme les cauchemars. Hein, et du coup, ça fait que les patientes souvent, elles veulent pas aller dormir parce qu'elles savent que la nuit il va y avoir des cauchemars et ça leur redonne une espèce de sentiment de contrôle de pas aller dormir alors que derrière elles sont épuisées, les pauvres. Mais oui, c'est sûr que voilà, quand on se dit si on a eu un accident de voiture et qu'on n'a pas envie de reprendre la voiture tout de suite, on n'est pas obligé de se forcer à prendre une voiture, quoi. On peut déjà faire les choses petit à petit, voir... tu vois, ça nous paraît très fou de forcer quelqu'un à aller dans une voiture, tu vois. Bon, après, il y a aussi les thérapies TCC qui pratiquent de l'exposition petit à petit pour réhabituer les gens. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais ça existe, quoi. Tu as parlé un petit peu de honte et c'est vrai que quand on est féministe ou même je pense quand on est femme de manière générale, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, pourquoi nos copines, pourquoi les victimes se sentent coupables quand elles subissent des violences, et même les enfants, on a beau expliquer tu n'es pas responsable, la personne n'avait pas le droit, et pour autant les victimes se sentent coupables. Comment on explique ça Alors, les pistes d'explication qu'on a actuellement, c'est que le cerveau, il n'aime pas le vide. Et que du coup, dans des situations où quelqu'un nous a fait une violence extrêmement grave, vu qu'il n'y a pas d'explication, en fait, le cerveau, il va combler ça avec une explication aussi qui est la culpabilité, quoi. Donc, par exemple, un enfant... je pense à des patientes qui ont subi de l'inceste par leur père et qui sont toujours persuadées, c'est le cas de plein de patientes, tu vois, que j'ai vues, qui sont toujours persuadées qu'elles sont responsables de ces actes qu'elles ont subis, quoi. Et on a beau leur dire, et c'est vrai que du coup, là, ça va être les thérapies intégratives qui vont permettre de revenir sur ces croyances qui sont des distorsions cognitives. Donc c'est le fait qu'il n'y ait pas d'explication, qui était pas supportable pour la personne, enfin pour le cerveau en tout cas, qui a eu besoin de venir coller une forme de logique à ce non-sens, et du coup qui a créé une distorsion cognitive. Donc une croyance fausse du type « bah oui, c'est nécessairement ma faute ». Pareil pour les violences conjugales, pareil pour tous les types de violences. C'est notamment majoritairement le cas dans les relations... dans les violences avec des relations de personnes qu'on connaît, parce qu'on va moins voir ça chez les victimes de, par exemple, ce fait extrêmement rare qui sont les viols par des inconnus, tu vois, c'est vraiment un très petit pourcentage des viols, hein, mais ça va moins être quelque chose qui va exister chez ces patientes-là, je trouve. Est-ce que c'est parce que le cerveau ne peut pas se dire c'est l'autre qui est... parce que à ce moment-là, quitte à donner des fausses croyances, autant que la fausse croyance, ce soit l'autre est un monstre. Comme ça, au moins, on n'est pas responsable. Je veux dire, ça serait mieux, quand même. Ça serait bien mieux, mais par exemple, pour un enfant qui va devoir continuer de vivre avec ce père et qui va devoir continuer à le côtoyer tous les jours et qui sait que il dépend aussi de ce père pour sa survie, parce que ce père, il l'emmène à l'école, il lui fait à manger, etc. Il s'occupe de lui, il l'emmène chez le médecin. En fait... pour que ce soit cohérent et que ces deux réalités puissent coexister au sein d'un cerveau, c'est peut-être une des options les plus simples de se dire oui, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait quelque chose. C'est moi qui ai mal fait mes devoirs, j'en sais rien. Ça peut être tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, les auteurs, ils donnent aussi des justifications qui sont très bizarres. Hein, voilà, donc ça, et puis pareil pour les violences conjugales, c'est de ma faute, c'est vrai, je l'ai provoqué, c'est ma faute, j'ai pas fait la vaisselle, c'est ma faute, quoi. Et voilà, et si en plus c'est un mari, on a des enfants avec, et en fait, la séparation, ça implique beaucoup de trucs, ça implique des changements pour les enfants et tout, voilà, c'est ma faute, c'est un vide un peu plus simple à combler comme ça qu'autrement.
On aimerait que ça se passe pas comme ça, mais bon, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, la société qui vient culpabiliser, le fait que les violences ne soient pas reconnues, hein, le fait que pour les victimes d'inceste, il y a très très peu de paroles d'enfants qui sont accueillies, écoutées, prises en charge. Très peu d'enfants qui sont mis en sécurité. On avait vu sur les rapports de la Civis, là j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était très peu d'enfants. Et puis pour les violences conjugales, c'est pareil. Quand il y a un dépôt de plainte, il se passe rien. Du coup, après, quand il y a des nouvelles violences, on leur dit reposez plainte. Et puis elles disent ça sert à rien, il s'est rien passé. Donc on est obligé de leur dire non, mais en fait, plus vous allez déposer plainte, et plus la justice, elle va voir qu'il déconne ce gars et qu'il faudrait faire quelque chose, quoi. Mais voilà, donc du coup, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de réaction de la société, des instances symboliques qui sont censées condamner, ça fait aussi que ça a créé une réalité de oui, en fait, s'il n'est pas responsable, si les auteurs sont pas tenus pour responsables, qui l'est. Ouais. Les victimes, elles ont l'impression qu'elles sont responsables quelque part. On sait, en tant que féministe, on sait que c'est faux, c'est évident. Mais voilà, c'est. Et puis il y a aussi un dernier truc, c'est que le cerveau, dans des situations de danger extrême, donc de mort imminente, hein, des vécus de mort imminente. Ça peut être le cas dans l'inceste, ça peut être le cas dans les violences conjugales, dans le viol, etc. Hein. Et il va vivre des émotions qui sont tellement intenses que c'est là où il va y avoir vraiment les distorsions cognitives, quoi. Il y a un truc qui s'appelle la théorie polyvagale, qui est apparemment qui fait pas consensus parmi les scientifiques, mais qui, d'un point de vue clinique, paraît hyper juste et permet de bien comprendre plein de trucs. Et ça fait un triangle comme ça selon la sécurité de la personne. Quand on est, du coup, ça c'est sécurité maximale, et puis si ça se réduit à sécurité vraiment minimale, et du coup, quand vraiment le système nerveux est dans un état de sidération qui fait qu'en fait, on se protège du mieux qu'on peut face à une mort imminente et qu'on est complètement dissocié et on est passif et que on est un peu... je sais pas si t'as déjà vu les vidéos de gazelles dans la savane qui sont en train de se faire croquer par un lion. En fait, elles font les mortes. Ça peut fonctionner. Des fois, le lion, il s'en va parce qu'il se dit je vais pas manger de la chair pas fraîche. Ouais. Et quand il s'en va, le lion, elles se remettent à bouger, elles se remettent à vivre, quoi. Mais tu vois, on est dans cet état-là de dissociation extrême où vraiment leur cœur s'arrête de battre, tu vois, même les gazelles. Vraiment, elles se font passer pour mortes alors qu'elles sont pas mortes. Et quand on est dans ces états-là d'extrême danger, ce serait là aussi que naîtraient les distorsions cognitives, et donc la honte, la culpabilité, etc., qui, dans ces moments-là, extrêmement de danger extrême, quoi. Mais pourquoi ces émotions-là ? Ça pourrait être la colère, la haine, la rage. Tu vois, au vu de la société et tout, oui, on a beaucoup de colère qui est plus tournée vers la victime, quoi. Avec les TCA, les troubles du comportement alimentaire, les scarifications, les tentatives de suicide. Il y a beaucoup de gestes auto-agressifs, quoi. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise ? Ouais. Quand c'est vers soi ? Aussi, ça c'est une piste d'explication aussi. Hein. C'est, en fait, tout ça me permet de maîtriser quelque chose. Si je pense que c'est de ma faute, ça veut dire que je peux maîtriser que ça se repasse pas. Tu vois ? Donc oui, c'est possible, ouais. Et que c'est trop difficile d'accepter que quelqu'un nous a réduits à quelqu'un qui a plus d'agentivité, qui a plus de pouvoir, qui a plus rien. Un objet, ouais. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir guéri pour pouvoir nouer des relations saines, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est nécessaire d'avoir des relations saines pour pouvoir guérir et se reconstruire ? Qui est de l'œuf ou de la poule, c'est les deux en même temps, quoi. C'est les deux en même temps. Plus t'as un entourage sain, plus t'as un entourage sécure, plus tu peux partir explorer le monde à la recherche de liens nouveaux. Par rapport à ça, moi, il y a un truc que je pense de plus en plus et qui m'énerve encore plus contre le patriarcat, c'est que, tu vois, souvent, il va y avoir ce truc pour les femmes de
on va leur avoir enseigné tout l'appareil du prince charmant, etc., qui va venir les sauver, qui les protégera, qui prendra soin d'elles alors qu'elles feront exactement l'inverse. Tout ça, qui est super énervant. Et du coup, les femmes qui vont être en grande souffrance de ne pas avoir ce type de relation dans leur vie, qui vont être célibataires, c'est terrible d'être célibataire, dis donc, sous patriarcat, vont d'autant plus mal le vivre et vont être en recherche, vont être en demande vis-à-vis d'hommes, d'une relation, etc. Et donc souvent, il y a un peu cette espèce de truc qui se passe dans les relations actuelles, au XXIe siècle, de la meuf est en demande, veut un mariage, des enfants, et le mec, lui, veut juste partir s'amuser avec ses potes, tu vois. Ce truc-là, il est indépendant. Il est indépendant. Et surtout, elle est chiante, quoi. Elle est chiante. Et, elle est dépendante affective, alors que moi, je suis indépendante. Exactement, genre la dépendance affective. Voilà, tout ça, tous ces symptômes extraordinaires. Et moi, je les trouve d'autant plus énervants avec une lecture psychologique et féministe, parce que il y a quelque chose, tu vois, le lien est réellement un potentiel réparateur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, réellement, dans une société qui te dit que quand t'es une femme, tu vaux moins qu'un homme, que t'es très rapidement trop grosse, trop moche, trop machin, pas baisable, pas truc, qui fait que de toutes les façons, les femmes vont avoir moins confiance en elles, que même si elles travaillent 10 fois plus qu'un homme, elles vont être moins bien payées, et puis aller moins loin avec le plafond de verre dans les postes à haute responsabilité, etc. Il va y avoir tout un tas de choses, vont être moins représentées dans les médias, tout un tas de trucs qui vont faire qu'elles vont se sentir moins confiantes, moins légitimes, moins bien. Elles vont être en demande d'une relation qui vient aussi les sécuriser et puis réparer des choses de cet ordre-là. Donc c'est normal aussi qu'elles soient en demande, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est du lien social, c'est... Oui. Ouais, et puis de l'amour, et puis une demande d'amour, et puis une demande de reconnaissance, etc. Et en fait, le fait qu'on les hystéricise comme ça, comme des espèces de, tu vois, de relous, là, alors qu'il y a un truc réel qu'elles savent dans ce truc-là, tu vois, qu'elles pressentent, que réellement, oui, ça pourrait leur apporter ça, en fait. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose que mes questions t'ont pas permis de dire Ouais, je pense que c'est intéressant si je te parle du fait qu'on a monté avec pas mal de psy un collectif de psychoéducation féministe, dont l'objectif, là, on est en train de créer une formation qu'on va mettre en place avec nous toutes pour permettre de former globalement les personnes à ce que c'est que le trauma, à ce qui se passe dans le cerveau, pour qu'on évite au maximum la victimisation secondaire. C'est-à-dire que les gens comprennent que ce qui se passe pour les victimes, et donc pourquoi certaines choses qu'ils pourraient leur dire, qu'ils pourraient faire avec les victimes ne sont pas forcément très chouettes, parce que les victimes vont mal le vivre pour toutes les raisons qu'on a abordées aujourd'hui. Puis on espère très fort que les juges, les policiers, toutes les personnes non formées pourront aussi suivre ces formations. Voilà. Toutes les personnes non formées qui sont les premières au contact de victimes. Tout à fait, et qui font de la victimisation secondaire au quotidien auprès des patientes qu'on suit et qu'on doit rattraper derrière. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Louisa Donna. Merci à toi.